Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, une personne sur 6 dans le monde est touchée par l'infertilité au cours de sa vie reproductive. Certaines d'entre elles s'en remettent à la PMA, la procréation médicalement assistée, dont l'accès en France a récemment été étendu aux femmes seules et aux couples de femmes. Quels sont les enjeux médicaux, éthiques, sociétaux, mais aussi intimes? On va en parler avec le docteur Nathalie Massin, elle est l'invitée du Grand Oral. Grand Oral dont je vous précise d'ailleurs que vous pouvez cette année le retrouver aussi en podcast, c'est une nouveauté. L'anti-sèche de Guillaume Buand, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. On n'est pas allé la chercher bien loin, cette actu, c'est la rentrée et c'est la galère pour les familles qui n'ont pas anticipé l'achat des fournitures. On revient sur ce grand moment de l'année scolaire avec aussi quelques petits conseils de dernière minute. Enfin, notre rendez-vous du vendredi. On pousse comme chaque semaine les portes de la librairie de Célie pour une sélection de livres pour les enfants et les adolescents. Elle nous la promet, mignonne et originale, ce sont ses termes. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Environ un enfant sur 30 naît chaque année en France grâce à la PMA, la procréation médicalement assistée. Une chance pour des milliers de couples, voire désormais de femmes seules, puisque depuis 2021, elles y ont accès à la PMA. Mais c'est aussi un parcours extrêmement sensible avec autour des enjeux éthiques et sociétaux majeurs. On va tenter d'aborder tous ces sujets avec Nathalie Massin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes endocrinologue à l'hôpital américain de Paris, responsable de l'unité clinique du centre de PMA de ce même hôpital américain. On va parler droit, on va parler enjeux éthiques. Je voudrais qu'on commence par l'intime. Je commence par le sensible, si vous le voulez bien. Comment les couples vivent-ils généralement l'entrée dans un parcours de PMA? Alors c'est toujours compliqué, évidemment, puisqu'on va toucher à quelque chose qui est profondément intime. Là, souvent, il y a un questionnement, combien de temps on attend, est-ce que c'est normal, etc. Donc, ça c'est vraiment, il y a toute une phase, on va dire, d'interrogation qui va amener à effectivement consulter. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est jamais simple de devoir s'ouvrir en fait et de raconter un petit peu ce qui se passe à la maison ou pas d'ailleurs. Et par conséquent, cette première consultation, elle est vraiment clé et très importante. C'est des questions que vous posez systématiquement? Tout à fait. Par exemple, le temps d'essai, la fréquence des rapports. Et aussi tout ce qui est l'exposition, le tabac, l'alcool. Enfin, on rentre dans les choses vraiment très intimes des personnes. Mais là, qui sont des questions, j'allais dire, médicales ou techniques? Il y a des questions sur le désir d'enfant aussi? Alors, cette question-là est rarement, effectivement, abordée. Et c'est vrai qu'on va considérer, quand un couple vient consulter ou une femme seule, que le désir a été questionné en amont. Mais c'est sinon, vrai il ne serait pas là. Exactement, voilà. Mais c'est vrai que parfois, en cours de prise en charge, on va s'interroger. Ça reste quand même plutôt limité comme cas où effectivement il y a une consultation sans réellement qu'il y ait un désir profond derrière. Si j'ai bien compris, on entre juste après, quand on commence ce parcours, dans une période qui peut être très longue, qui est marquée avant tout par l'incertitude. Et c'est une incertitude que vous allez, vous, en tant que médecin, devoir accompagner. Et tout à fait, parce que s'il y a une incertitude pour les couples, il y a aussi une incertitude pour les professionnels. Donc la première étape, ça va être celle de faire des analyses pour l'homme et la femme, pour essayer de rechercher une cause. Donc quand une cause est retrouvée, finalement, c'est là où on va avoir un levier d'action. Mais régulièrement, une fois sur 5, il n'y a aucune cause qui est retrouvée. Et c'est encore plus stressant pour les couples qu'on n'ait pas de réponse à leur donner par rapport au fait qu'ils n'arrivent pas à concevoir. D'autant qu'ils arrivent chez vous avec cette idée qui sont, alors je vais mettre évidemment tous les guillemets de la terre, mais c'est en lisant des témoignages de personnes engagées dans ces parcours, qui sont entre guillemets pas comme les autres, on n'y arrive pas. Tout à fait. La fertilité, ça fait partie des choses dont on considère qu'ils sont normales dans la vie, et c'est vrai qu'on ne s'est jamais interrogé sur le fait qu'on pourrait avoir des difficultés à concevoir. C'est pour ça que l'information, l'éducation dès le plus jeune âge est très important. Mais quand le couple arrive en consultation, on va leur dire, voilà, vous êtes infertile. Et parfois, ça tombe comme un diagnostic, comme un coup près, dont on n'avait même pas conscience, parce qu'effectivement, c'est une définition. Être infertile, c'est d'avoir essayé pendant 1 an de faire un bébé et de ne pas avoir réussi. Ça ne présage pas qu'il y ait des examens anormaux ou pas, et si on va y arriver ou pas. Anormaux, d'ailleurs, pardon, des examens anormaux. Mais effectivement, ce diagnostic d'infertilité est souvent pris comme une blessure profonde, que ce soit pour la femme ou pour l'homme, et que ce soit une raison masculine ou une raison féminine, ou qu'on n'ait même pas retrouvé de cause d'ailleurs. Ce qui amène à la question suivante, est-ce qu'il faut en parler autour de soi justement pour se faire aider? Alors soit à des professionnels, je pense évidemment à tous la catégorie des psys, qu'ils soient collègues, psychiatres ou canalistes, ou également à son entourage. Comment on fait? Qu'est-ce que vous conseillez, ou est-ce que ça dépend vraiment de chaque personne? Alors je crois que c'est une question qui est vraiment très bien et très touchy du point de vue de la réponse, parce que justement ça dépend de l'environnement de chacun. Il faut être très vigilant parce qu'effectivement, on est dans une pression de l'entourage
Et l'entourage peut être aidant, mais il peut être aussi très stressant et rajouter vraiment une pression en fait au couple. Donc, alors où est-ce que vous en êtes? Voilà. Comment ça se passe? Alors l'idéal, c'est effectivement en premier lieu d'en discuter avec un professionnel et après avec des gens qui sont très proches, des gens pour lesquels on sera en capacité de dire non, arrête, j'ai pas besoin. J'ai pas envie d'en parler. Voilà, exactement. Ou j'ai besoin que tu m'écoutes seulement, j'ai pas besoin de conseils. C'est ça qui est terrible en fait, plus terrible dans l'entourage. C'est tous les bons conseils qui peuvent être donnés et qui rajoutent des couches de stress pour le couple. Donc, trouver la juste mesure. Attention à en parler au travail. Alors, il y a la loi travail qui permet, en tout cas pour les rendez-vous médicaux, les examens et les traitements d'AMP, de pouvoir avoir... PMA, AMP, c'est la même chose. C'est juste une question de définition du législateur. Donc, en tant que professionnel et au niveau... on va dire légal, on préfère utiliser le mot assistance médicale à la procréation. Et on va dire que c'est par C dans le langage courant. Bon, PMA, on peut poser des jours AMP quand on est engagé dans un... Exactement, voilà. Ça bouge aussi les lignes à l'intérieur du couple. Alors oui, effectivement, donc c'est un moment qui peut soit dissocier le couple, soit au contraire le cimenter encore plus. Exactement. Comme ça, toute épreuve de la vie, en fait. C'est ça. Quelque chose, j'imagine, à quoi vous êtes extrêmement attentif. Oui, c'est ça. Attends, je dis attentif en tant que médecin ou attentive, vous... En tant que médecin, oui, tout à fait. Et on a bien conscience que souvent, le médecin, ça va s'adresser beaucoup plus à la femme, et c'est souvent elle qui va subir les traitements, quelle que soit, même si c'est une cause masculine à la fertilité. Donc le médecin a l'occasion de beaucoup plus... parler aux femmes. Voilà, parler aux femmes. Et pourtant, il faut que l'homme, là encore, si j'ai bien compris, ait sa place. Oui, c'est ça. Exactement. On recommande que les hommes soient présents vraiment au maximum au rendez-vous, qu'ils entendent les mêmes choses. Et puis, c'est l'homme, en fait, qui est le premier soutien aussi de la femme dans les traitements qu'elle subit. Et à contrario, certains hommes aussi sont très, très heureux d'avoir le soutien de leur femme dans certaines situations. Avant de s'engager dans ce parcours, on peut faire dans certaines situations... mais rare en France, un DPIA, c'est-à-dire un diagnostic préimplantatoire des aneuploïdies chromosomiques, si j'ai bien compris. Ça correspond à quoi et pourquoi vous avez signé un article il n'y a pas très longtemps, co-signé une tribune dans Le Monde pour dire qu'il faudrait qu'on le rende de manière beaucoup plus systématique en France, c'est possible à l'étranger. Pourquoi on ne le fait pas et pourquoi ce serait important de le faire? Alors, c'est vrai que c'est très technique. Le DPIA, qu'est-ce que c'est? C'est un test génétique qui va être fait sur l'embryon avant le transfert dans l'utérus pour vérifier s'il y a une anomalie du nombre de chromosomes. Et effectivement, ce test-là n'est pas autorisé en France. Il est autorisé uniquement dans le cadre d'une maladie génétique qui aura été dépistée préalablement. Donc il existe du DPI en France, mais vraiment dans des indications très spécifiques. Et il est refusé, pourquoi? Parce qu'on pense que ça va vers de l'eugénisme, vers le tri des embryons, c'est ça? Exactement. Bon, il y a l'indication, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que ça va être favorable pour des couples qui font des tentatives répétées qui n'aboutissent pas à une grossesse ou des fausses couches répétées. Mais on n'a pas démontré que n'importe quel cycle de FIV... Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que ça impliquait forcément de faire un cycle de fécondation in vitro. Donc, on n'est plus du tout dans la fertilité naturelle. Donc, ça veut dire déjà, il faut produire des embryons. Mais dans des situations effectivement très complexes, comme de nombreux échecs d'essais ou des fausses couches à répétition, on peut être accepté finalement qu'il y ait cette technicité qui soit apportée et l'analyse sur les embryons. Et effectivement, l'idée, c'est de ne remplacer un embryon dans l'utérus que s'il est au moins normal génétiquement. Et ça pose. Et il y en a bien d'autres, des questions éthiques dont on va évidemment continuer à parler. On se retrouve juste après l'anti-sèche avec le docteur Massin, puisque pour l'instant, parole à Guillaume Buan. Guillaume, bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Un petit rituel de rentrée scolaire, les achats de fournitures, pour certains, pour la plupart quand même, c'est déjà fait. Pour d'autres, les derniers achats vont se faire sûrement ce week-end. Mais à quel prix? C'est ça la grande question que vous avez voulu poser aujourd'hui. Mais j'ai regardé, j'ai fouillé, je suis allé dans les magasins, mais je suis un peu perdu, ça fait longtemps que je ne suis pas allé à l'école. Donc du coup, j'étais un petit peu perdu dans ces rayons. J'ai feuilleté du coup l'enquête qui a été publiée par l'association de consommation, l'UFC Que Choisir. Et ce que je peux vous dire, c'est que le bilan pour cette année 2024 est plus avantageux pour les familles, c'est la bonne nouvelle par rapport à 2023. Justement, écoutez la présidente de l'association l'UFC Que Choisir, Marie-Amandine Stévenin. Cette année, de façon globale, on a une baisse des prix du coût de la rentrée scolaire, sur les fournitures scolaires essentiellement, qui est de 1%. Donc c'est une baisse qui est très très modérée, mais il faut savoir que l'an dernier, on était sur une inflation de 10%, c'est-à-dire que le coût moyen des fournitures scolaires avait globalement augmenté de 10% l'an dernier. Sur le prix de la copie, on était à 34%. Mais il faut savoir qu'on est sur un plafond haut,
puisque le 1% de diminution se calcule par rapport au prix de l'an dernier. Et les prix de l'an dernier étaient très très élevés par rapport à ceux de l'année précédente. Alors pour faire ce constat, l'UFC Que Choisir a fait les courses pour nous, tout simplement 137 produits achetés avec un petit peu de tout. Notez que le panier moyen, c'est entre 200 et 220 euros par famille, mais c'est difficile d'être précis, puisque certains établissements en demandent plus, et puis ça dépend si vous êtes dans le privé, dans le public, et si les villes participent là aussi. Une chose est sûre, c'est qu'il y a une différence entre les marques nationales et puis les marques tout court. Écoutez justement la présidente. De façon générale, si vous faites les courses de rentrée scolaire en prenant des fournitures qui vont être marques distributeurs, vous allez avoir des prix bien plus compétitifs que si vous faites vos courses en achetant uniquement des marques nationales. On voit bien que les marques distributeurs ont plus répercuté la baisse du prix du papier, qui là pour le coup a baissé cette année maintenant. Il va y avoir un rattrapage en faveur du consommateur qui est plus marqué chez les distributeurs que chez les marques nationales. Et puis vous le savez, c'est l'un des achats phares également pendant la rentrée, la papeterie, les feuilles tout simplement. Alors qu'en est-il? Écoutez sa réponse. Chez Clairefontaine, on a constaté une baisse des prix. Donc eux, ils ont joué le jeu en tant que marque nationale. Par contre, Exaconta ou Oxford, par exemple, eux, ils sont plus chers que l'an dernier, donc ils n'ont pas joué le jeu de la baisse des prix. Et si on regarde sur des marques distributeurs type Coopérative U, type Leclerc, là, on voit bien qu'on a des baisses de prix qui sont de l'ordre de plusieurs pourcents. Donc il y a une différence qui est marquée sur les prix, oui. Alors, on est content de vous dire que ça a baissé. La question qu'on a envie de se poser, c'est pourquoi ça a baissé? Bien, j'ai posé cette question et je propose d'écouter sa réponse. Pour analyser les causes de la baisse, il faut regarder aussi pourquoi ça avait autant augmenté. Et en fait, ça avait autant augmenté, c'était toujours les conséquences de l'inflation des coûts de l'énergie. Parce que faire de la pâte à papier, c'est énergivore. Faire de la pâte à papier, ça demande des ressources énergétiques. Et donc, le prix de l'électricité ayant augmenté, le prix du gaz ayant augmenté, c'était aussi une répercussion de ces coûts-là. Donc, c'est pour ça aussi que l'an dernier, c'était aussi élevé. On est revenu sur un marché beaucoup plus stable en matière de prix d'énergie. Donc, forcément, les prix baissent sur les marchés de vente en gros. Alors, vous avez peut-être fait vos achats également cet été. Vous allez les faire ce week-end. On parle aussi des promotions. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Acheter des lots de 12 plutôt que 2 simples cahiers. J'ai envie de vous dire que non, faites attention, écoutez. Moi, je dis toujours, il faut faire attention aux promotions parce que ça incite parfois à acheter des quantités bien plus importantes que celles dont vous avez réellement besoin. Et si vraiment vous avez besoin que de 3 ou 4 cahiers, en stocker 12, ça va peut-être pas forcément être utile pour avoir une promotion et bénéficier d'un prix avantageux à l'unité. Souvent, il faut acheter des plus grandes quantités. Mais du coup, quand vous passez à la caisse, vous avez juste payé plus cher. Et puis, il a été remarqué aussi qu'à l'approche de la rentrée en septembre, pour ce mois-ci, les prix sont tout simplement en hausse. Des petits conseils quand même, alors justement. Oui, de dernière minute. Des petits conseils dernière minute, effectivement. On rappelle que certaines villes s'associent et donnent tout simplement à certaines écoles des produits. N'oubliez pas aussi d'aller sur les plateformes de dons entre particuliers. C'est très bien. Là aussi, il y a Give ou encore Je donne. Là, vous pouvez retrouver des classeurs, des cartables, des feutres, les achats de seconde main. On parle aussi d'achats de seconde main pour les vêtements, mais ça existe aussi. Si on a acheté justement trop de cahiers, on peut les donner à son voisin ou à des amis qu'on connaît. Et puis les achats groupés, ça fonctionne toujours. Vous êtes plusieurs familles, vous allez acheter en groupe, vous répartissez, on fait des économies en cette période d'inflation. C'est toujours bon à prendre. Enfin, achat groupé de fournitures scolaires et toutes ces choses-là. Donc merci beaucoup pour tous ces conseils. Cher Guillaume, grand oral, procréation médicalement assistée. On retrouve le docteur Massin. Nathalie Massin, si on zoome un petit peu en arrière, on a commencé par l'intime, par le coût, par ce qui se passe dans votre cabinet et ensuite quand on vient vous voir, pour brosser un petit peu le panorama. Est-ce qu'il y a un âge moyen déjà d'entrer dans ces parcours? Oui, on le connaît très bien puisque c'est l'âge moyen de l'assistance médicale à la procréation en France, la PMA, donc qui est de 34 ans à peu près sur le territoire national. 34 ans, avec, je lisais un entretien dans Le Monde, un désir fort d'enfant, le sentiment que c'est maintenant ou jamais quand elle vient vous voir. Exactement, parce qu'en règle générale, à moins que ce soit une femme seule ou un couple de femmes, il y a quand même eu des essais préalables. Et effectivement, l'accumulation de mois d'échecs fait que ce désir, il n'est pas tellement plus fort qu'au début, mais en tout cas, la pression monte. Les principaux problèmes qui poussent à se tourner vers la PMA, quels sont-ils? Parce que vous dites qu'il y a toute cette phase de diagnostic, donc est-ce que... Tout à fait. Quelles sont les constantes? Alors, chez la femme, la plus grande cause, c'est un trouble de l'ovulation. Donc ça va se remarquer très facilement parce qu'il y a des cycles qui sont irréguliers.
La deuxième cause, c'est une obstruction des trompes. Les trompes, c'est le tuyau qui est entre l'utérus et les ovaires pour transporter les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes pour que ça passe. Exactement, pour que ça passe. Donc il faut que les trompes, il y en ait au moins une qui fonctionne pour qu'il puisse y avoir une grossesse. Et puis après, on parle beaucoup de l'endométriose également qui va atteindre différentes choses. Ouais. Dont on parle beaucoup, on avait d'ailleurs fait plusieurs émissions sur le sujet l'année dernière dans la quotidienne. Les chiffres augmentent ou le diagnostic augmente? La prévalence de la maladie augmente ou c'est simplement le fait qu'on en parle beaucoup plus? On en parle beaucoup plus. Ouais. On n'a pas d'idée aujourd'hui si la prévalence de la maladie augmente en réalité ou pas, mais c'est vrai que les diagnostics, voilà. Alors, tout le travail est fait pour porter le diagnostic de plus en plus tôt. Parce qu'il y avait un retard de plus de 10 ans au diagnostic pour les femmes. Donc, avec des errances diagnostiques exactement, des génératrices de beaucoup de souffrance. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des limites d'âge pour entrer dans un parcours d'assistance à la procréation médicale? Oui, tout à fait. Alors la limite d'âge est quand même assez large. Donc on recommande bien sûr de rentrer dans le parcours bien avant, puisque les chances de conception en AMP, elles vont dépendre des chances de l'âge énormément. Donc pour tout ce qui est fécondation in vitro, transfert d'embryon, utilisation de ses propres ovocytes, c'est jusqu'au premier jour des 43 ans la date limite, le coup pré-tombe avec le décret qui est issu de la nouvelle loi de 2021 pour les femmes. Et on peut aller jusqu'à 45 ans si on avait conservé ses ovocytes avant, ou on avait des embryons qui étaient produits. Et pour l'homme, c'est 60 ans. D'accord. Le 43 ans des femmes, c'est parce que, j'imagine, dans les statistiques, on constatait une chute brutale des... C'est ça. Après 40 ans, les chances de grossesse... Et ce qui est frappant, c'est que c'est pas une courbe qui descend tout doucement. C'est ça, il y a des effets de palier à certains moments. Oui, tout à fait. Il y a une courbe exponentielle à l'inverse, en fait. Il y a différentes techniques. On en a cité quelques-unes, dont la fécondation in vitro, mais il n'y a pas seulement ça. Est-ce qu'il y a des risques, des choses à savoir ou est-ce que de toute façon on écoute ce que dit son médecin et on suit le conseil? Alors c'est toujours mieux d'écouter effectivement ce que dit son médecin ou d'aller se renseigner sur des sites comme ceux de l'Agence de la biomédecine où il y a vraiment des informations qui sont validées parce que sinon on trouve beaucoup tout et n'importe quoi. Donc dans les causes qu'on a évoquées tout à l'heure, il y avait les causes féminines, il y a également les causes masculines avec une baisse de la qualité du sperme. Donc il y a deux grandes techniques d'assistance médicale à la procréation. La première ligne, la plus simple, c'est ce qu'on appelle les inséminations intra-utérines. Dans ces cas-là, il y a une stimulation de l'ovulation qui reste modeste pour la femme avec des injections. Et pour l'homme, une préparation du sperme, et on va mettre le sperme à l'intérieur, et après, la grossesse va être naturelle, on va dire qu'on a donné un petit coup de pouce. Et la deuxième technique, ce sont les fécondations in vitro. Dans ces cas-là, ça implique une stimulation qui est beaucoup plus forte pour la femme. Donc plus parce qu'il y en a plusieurs types. Donc c'est un grand groupe qui regroupe le fait qu'on va faire une stimulation forte et récupérer les ovocytes de la femme pour les mettre au laboratoire. Et après, on va traiter avec le sperme de l'homme, donc soit en fécondation naturelle, c'est ce qu'on appelle la FIV, soit on va faire rentrer directement un spermatozoïde dans l'ovocyte, c'est ce qu'on appelle la micro-injection. Et ça, on le fait quand la qualité du sperme est plus faible. On a cité à plusieurs reprises depuis le début de cet entretien la loi de 2021, la loi sur la bioéthique. Elle a fait bouger pas mal de choses et elle a tranché un certain nombre de questions éthiques, mais le débat reste ouvert, par exemple, sur la conservation des embryons congelés. Alors, que dit-elle et en quoi y a-t-il débat encore? Alors, juste avant, si on peut revenir, parce qu'il y a vraiment une nouveauté dans cette loi qui est celle de l'autoconservation des ovocytes, c'est-à-dire la possibilité pour une femme, alors il y avait déjà la possibilité pour l'homme, mais maintenant c'est très cadré, pour les femmes de conserver leurs ovocytes pour plus tard, c'est-à-dire à partir de 29 ans et jusqu'à 37 ans, une femme peut décider de conserver ses ovocytes pour un projet de maternité plus tard. Pour l'homme, c'est pareil, c'est à partir de 29 ans et c'est jusqu'à 40 ans. Par rapport à la conservation des embryons, il y avait effectivement la question de réutiliser. Donc, on peut réutiliser les embryons qui ont été produits pour la femme avant 43 ans jusqu'à 45 ans. Et c'est ça. Mais on ne peut toujours pas utiliser des embryons qui auraient été congelés avec un des parents qui est décédé. C'est ça. Sujet qui a fait l'actualité. Vous allez me rappeler le nom de cette... affaire assez célèbre, non, ça vous échappe aussi. Oui, ça m'échappe aussi. Lambert, Vincent Lambert, non, c'était pas ça. Non, je ne sais plus, je confonds, c'est pas grave. Il y a eu des affaires de ce genre. Pour un enfant, si on revient sur le terrain de l'intime, qui est né par une de ces techniques, mais en PMA, alors je sais pas, j'imagine que vous ne faites pas le service après-vente, mais est-ce qu'on le lui dit? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça dépend des techniques? Parce que l'insémination n'est pas la fécondation in vitro, vous venez de l'expliquer très bien. Oui, tout à fait. Alors, je pense que
Aujourd'hui, vraiment, les professionnels engagent les parents à parler, voilà, à donner les conditions de création, c'est pas création, mais enfin de naissance d'un enfant. Alors c'est vrai que quand c'est à l'intérieur d'un couple, c'est peut-être moins touchy, mais ça va être particulièrement touchy quand il y a intervention d'un donneur, comme un donneur de sperme. Alors pour une femme seule ou un couple de femmes, il n'y a pas tellement d'interrogations, mais la question peut se poser aussi à l'intérieur d'un couple hétérosexuel quand il y a une utilisation de ce donneur. Et la loi a également apporté une nouvelle chose, c'est le fait que les donneurs ne soient plus anonymes. Et donc à partir de mars 2025, toutes les paillettes qui vont être distribuées, effectivement, les enfants à leurs 18 ans ont le droit de demander. Auront effectivement le droit de demander l'identité, donc des informations sur le donneur, non identifiantes, sur son état de santé, etc., et des informations effectivement sur son identité. Et ça, c'est une grande demande. S'y engage. Oui, tout à fait. C'était une grande demande des enfants issus d'un don pour éviter les risques de se marier et d'avoir envie de concevoir avec finalement quelqu'un de sa famille. Un parent. Quelqu'un apparenté, pas de sa famille, mais en tout cas apparenté. Si tout ça ne fonctionne pas, et ce sera ma dernière question, comment réussir à se reconstruire quand le parcours n'aboutit pas à une naissance? Parce que ce sont des choses qui arrivent aussi. Tout à fait, c'est vraiment une super question parce que... Pour le coup, il y a un vrai travail à faire et je pense qu'il y a un accompagnement des professionnels qui doit aller jusque-là, c'est-à-dire faire une consultation de deuil, d'ailleurs s'assurer qu'on est allé au bout de toutes les possibilités, parce que parfois, quand c'est plus possible avec ses propres ovocytes, ça peut être possible avec un don d'ovocytes, un accueil d'embryon, c'est-à-dire il y a des solutions auxquelles le couple n'a pas forcément pensé. Donc c'est important vraiment de faire un état des lieux. Après, c'est un choix, on va plus loin ou on ne va pas plus loin. Et effectivement, il faut retrouver un autre projet dans sa vie, un autre souffle, et considérer que la maternité ou la paternité, aujourd'hui, n'est pas la seule façon d'exister, même si c'était un projet important dans sa vie. Mais vous avez quand même employé le mot de deuil. Tout à fait. Consultation de deuil. Merci beaucoup. Nathalie Massin, on va pousser en quelques secondes les portes de la librairie de Célie Luton pour des conseils de lecture pour les enfants et les ados. Je précise qu'on peut écouter sur le site internet du Monde, puis sur les principales plateformes de podcast, un podcast dont vous me confirmez qu'il est de belle qualité. Excellente qualité. Infertile, alors le 1 est entre parenthèses. Il est signé Josepha Lopez et sur le site du Monde. Et puis vous, à partir de janvier, on guette dans les librairies, puisqu'on va dans une librairie maintenant. Tout à fait. Un bouquin apparaît chez First. Exactement. Autour du désir d'enfant, interroger son désir et savoir passer à l'action. Beaucoup et on ne parlait pas suffisamment. Merci, en tout cas, restez avec nous. On va pousser les portes de la librairie de Céline, non sans avoir remercié Guillaume. Céline Luton, la librairie. Et donc tous les vendredis, j'y arriverai, c'est librairie avec Célie. Je voulais faire des rimes. Bonjour Célie. Bonjour Emmanuel. Passez de belles vacances. Génial. On est ravis de vous retrouver. Vous êtes en pleine forme? Moi j'adore la rentrée. Super. Ça va rentrer. Avec comme d'habitude des conseils de lecture pour les enfants et les ados. Vous nous avez promis une rentrée mignonne. Oui, c'est mignon. Et on commence avec Chonchon. Chonchon, le fée cochon. Le seul petit porcelet qui rêve de devenir une fée. Et il s'en fiche si tous les petits cochons méchants lui disent que Chonchon, c'est la seule fée qui sent le saucisson. Voilà. Il s'en fiche si tout le monde est maçon dans sa famille. Il n'a peur de rien, ni de personne, et surtout pas du grand méchant loup. J'adore. Ça m'émeut. Il fait des tours de magie. Mais oui, abracadacrou. Il a une fée en tire-bouchon. C'est dommage de l'avoir raté. Avec Chonchon, la fée cochon. C'est chez Didier Jeunesse, Stéphane Servant et Laetitia Le Sceau. On a vu quelques extraits de l'intérieur. C'est super coloré, super ludique, super sympa. C'est à partir de quel âge d'ailleurs? À partir de 3 ans. C'est tout petit ça. Oui, parce que le. Je l'ai trouvé, le abracadagrou. C'est celui-là. Merci beaucoup. Deuxième conseil, pour les un peu plus grands de Alice Standish, c'est le début d'une série, tome 1, Les Mystères de Baskerville. Alors, sottement, moi je croyais que Les Mystères de Baskerville, c'était l'histoire de Sherlock Holmes, mais mieux, c'est encore mieux que ça. Et là, nous sommes à Baskerville Hall, une école mystérieuse où le jeune, il n'est pas encore sœur, mais Arthur Conan Doyle va faire ses études. Voilà, l'auteur, l'écrivain, le papa de Sherlock Holmes, entre autres, et du chien des Baskerville d'ailleurs. Et il va rencontrer qui? Et c'est quoi, une sorte de Poudlard? Mais oui, il est du fantastique. Mais oui, c'est ça. Qui va-t-il rencontrer? Il faut un méchant. Le méchant, c'est Moriarty chez Sherlock Holmes. Et s'il n'avait pas toujours été méchant? Mystère. Mystère, c'est un tome 1. On n'a qu'une envie à la fin de ce. Donc on a quoi? Le petit Arthur est pensionnaire là-dedans? Oui, pourquoi il a été choisi? Parce qu'il a un sens de la déduction incroyable. C'est fou. Et après, ça donne envie de lire les Sherlock Holmes ou les Conan Doyle en général. Tous. Génial. Les Mystères de Baskerville, c'est chez Pocket Jeunesse, ça vient de sortir, c'est le début d'une nouvelle série. Et on termine, mais alors là, franchement, on en a pour un an. Reine de l'Ouest. Je vous avais promis. C'est chez Sarbacane. Oui, mais je vous ai promis une rentrée à la cool. Ouais. C'est un livre-jeu
D'accord, de H le noir. Alors pourquoi H? On ne sait pas si c'est Henri ou Hélène. Non. D'accord. Mais bon, voilà. Oui, mais j'ai eu une aide. Voilà. Ah, on vous a dit. Oui. Bon. Là, nous allons être Miss Jones. Voilà. Le lecteur est Miss Jones, une jeune femme de la bonne société, mais qui n'a absolument pas envie de subir les dictats de la bourgeoisie de Boston en 1891. On la comprend. Vous allez l'aider à assouvir sa soif de liberté. Super. À chaque fin de chapitre, c'est vous. C'est vous qui décidez quelle va être votre prochaine décision, votre prochaine destination, votre prochaine rencontre. Donc c'est la fameuse série, je crois que c'est Bayard qui dans son temps avait donné un grand succès, des livres dont vous êtes le héros. Oui. C'est un petit peu ça aussi. Oui, mais pour les... On est chez Sarbacane cette fois, c'est pour les plus grands. Plus grands, oui. Je l'ai ouvert un peu au hasard, il y avait des scènes un peu... Oui, bah, c'est pour les plus grands. C'est pour les plus grands Voilà, quand même. c'est ça. Voilà, olé olé quoi. Grand lecteur, fin de collège, oui, enfin après, ça va. Ne soyons pas dupes, c'est une superbe histoire. Merci beaucoup. Avec et donc à plaisir. partir de 16 ans, Oui. c'est chez Sarbacane. Oui, collection Exprime. Comme vous avez beaucoup révisé, vous nous faites un petit abracada. C'est spectaculaire. Et peut-être de manière très générale, conseil de lecture en cette rentrée, les parents qui vont franchir les portes de la librairie avec vos enfants. Tout comme conseil de venir me voir. Général, ouais. En général, oh là là, moi j'ai tout De aimé. suivre les goûts de l'enfant, d'essayer de l'accompagner. Mais toujours, mais juste de se dire, je me mets à hauteur d'enfant. Jeanne Achevé le fait dans tous ses albums, j'écoute mon enfant. Et évidemment, si déjà il a envie de lire, que ce soit un livre-jeu, un roman, un album, une BD, Il le lira. on y va. Et il reviendra. Mais oui. Et il ira à la librairie des enfants. On peut donner l'adresse une fois dans l'année quand même. Ah oui, la librairie des enfants dans le 17e à Paris. Vous pouvez venir me voir. Voilà. Vous, vos enfants, ils existent. 24 et 28. Un peu grands. Un peu grand. Mais Il n'y a pas d'âge pour... Il n'y a pas d'âge. Voilà. Peut-être que Chonchon l'a fait cochon. Je ne sais pas s'il y a des petits neveux, des petites nièces. Oui, il y a les petits neveux, les petites nièces. Hein? Allez. Merci beaucoup, en tout cas, chère Célie. Merci beaucoup à Nathalie Massin de nous avoir accompagnés dans toute cette émission et d'avoir si bien décodé les enjeux de la PMA ou l'AMP. Puisque finalement, il faudrait mieux dire l'AMP plutôt que la PMA. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec à la préparation de l'émission qui est en régie aujourd'hui avec au son Saïd Mamou, à la réalisation Théo Boscar. Vous restez sur School TV, vous retrouvez la quotidienne en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux et donc le Grand Oral en version audio désormais sur les principales plateformes de podcast.